À 6 heures du matin, les hélicoptères ont survolé Querétaro, au Mexique. En dessous d'eux se trouvait un quartier résidentiel calme et sécurisé, le genre d'endroit où les familles riches se cachaient derrière des murs propres, des gardes privés et des rues qui semblaient épargnées par la violence extérieure. À l'intérieur de l'une de ces maisons se trouvait un homme que l'Amérique traquait depuis des années. Il n'était pas un chef de cartel mexicain. Il n'était pas né dans une famille du crime international. Il venait des Riverside Projects à South Memphis, un endroit que la plupart des agents fédéraux n'avaient jamais imaginé comme le point de départ d'un réseau de cartels s'étendant sur plusieurs États. Son nom était Craig Pettis, et pendant 6 ans, selon les procureurs fédéraux, il a dirigé un empire de la drogue couvrant 8 États depuis un autre pays, tandis que la ville qu'il avait laissée derrière lui obéissait toujours à son ombre. Mais chaque empire bâti sur la peur a une faiblesse. Tôt ou tard, quelqu'un ouvre la porte. Avant la protection du cartel, avant la chasse à l'homme fédéral, avant les 9 peines de prison à vie, il y avait un garçon qui grandissait à South Memphis. Les Riverside Projects n'étaient pas le genre d'endroit qui laissait beaucoup d'illusions aux enfants. Il leur apprenait très tôt que la sécurité était temporaire, que l'argent était le pouvoir et que la survie s'imposait souvent avant même que l'enfance n'ait eu la chance de s'achever. Dans cet environnement, Craig Pettis a appris à observer les gens, à rester silencieux et à comprendre les règles invisibles qui régissaient les rues autour de lui. Il est né en 1976, dans une ville qui portait déjà en elle des générations de pauvreté, de musique, de lutte et de violence. Sa mère, Ever Jean, travaillait comme famille d'accueil, essayant de maintenir un foyer dans un quartier où les opportunités étaient rares et la pression omniprésente. Son père était en grande partie absent de l'histoire, une autre figure manquante dans un endroit où trop de garçons devaient apprendre la virilité dans la rue plutôt qu'à la maison. Dans le quartier, on l'appelait l'île C. Le nom semblait petit, presque inoffensif, mais le garçon qui le portait était déjà très attentif. Au début de son adolescence, Pettis a été attiré par le trafic de drogue, d'abord au niveau les plus bas, déplaçant de petites quantités dans une ville où le crack avait déjà remodelé des quartiers entiers. À 15 ans, il a été arrêté pour la première fois. Pour certains adolescents, cela aurait pu être un avertissement. Pour Pettis, c'est devenu une éducation. La rue lui a appris quelque chose de différent de l'école. Elle lui a appris que ceux qui duraient n'étaient pas toujours les plus bruyants, les plus forts ou les plus voyants. C'étaient ceux qui comprenaient le sens du timing. Ils savaient quand agir, quand disparaître et quand laisser les autres les sous-estimer. Cela allait devenir l'un de ses traits les plus dangereux, car Craig Pettis n'a pas commencé comme le plus grand nom de Memphis. Il n'a pas commencé avec l'argent des cartels, une protection internationale ou une armée d'hommes fidèles. Il a commencé comme un petit personnage dans une ville que les grandes agences d'application de la loi surveillaient à peine. Et dans cette invisibilité, il a vu une possibilité. Mais le même environnement qui lui a enseigné la discipline lui a aussi donné une fausse leçon sur le pouvoir. Il lui a appris que le respect pouvait être imposé, que la peur pouvait être utile, que l'argent pouvait panser presque n'importe quelle blessure. Et peu de temps après, le garçon de Riverside allait faire face à la décision qui transformerait un petit trafiquant de rue en quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus froid et de beaucoup plus difficile à arrêter. Pour comprendre comment Craig Pettis a pu s'élever aussi haut, il faut comprendre Memphis elle-même. Dans l'imaginaire national, les grands corridors de la drogue se trouvaient ailleurs. Miami avait la réputation de la cocaïne. Los Angeles avait les gangs, les ports et la proximité de la frontière. New York avait la densité, l'argent et les gros titres. Houston et Atlanta étaient surveillés de plus près en tant que plaque tournante du Sud. Memphis, en comparaison, pouvait ressembler à une ville secondaire, un endroit avec de l'histoire, de la musique, de la pauvreté et de la violence, mais pas le centre évident d'une carte nationale du trafic. Cette perception est devenue une partie du problème. Memphis occupe une position qu'il est facile de sous-estimer jusqu'à ce que l'on regarde les routes. De là, le produit pouvait se diriger vers Nashville, Atlanta, Saint Louis, Little Rock, Birmingham, le Mississippi, le Texas et les Carolines. Elle était suffisamment proche des grands marchés pour compter, mais pas toujours assez célèbre pour attirer la même attention que les villes
dont les forces de l'ordre s'attendaient déjà à ce qu'elle domine le trafic de drogue. Pour un homme comme Pettis, ce n'était pas une faiblesse, c'était une ouverture. Il n'avait pas besoin que Memphis paraisse puissante de l'extérieur, il avait besoin qu'elle fonctionne. Et ce fut le cas. Les autoroutes sont devenues des artères, les planques sont devenues des organes cachés, les chauffeurs, les lieutenants, les manipulateurs d'argent et les distributeurs sont devenus les pièces maîtresses d'une machine qui pouvait se déplacer discrètement au-delà des frontières de l'État, alors que la plupart des gens considéraient encore Memphis comme un problème local. C'est ce qui rendait l'opération si dangereuse. Elle n'était pas uniquement fondée sur la violence. La violence en faisait partie, mais la violence seule ne crée pas l'envergure. Petty comprenait la structure. Il avait compris que moins il attirait l'attention, plus il pourrait opérer longtemps. Alors que d'autres hommes voulaient être vus, il tirait profit du fait d'être ignoré. Alors que d'autres se faisaient remarquer, il rendait l'organisation utile, disciplinée et difficile à déchiffrer. Et c'est là que l'histoire dépasse le cadre d'un seul criminel. Une ville peut devenir un angle mort lorsque le reste du pays décide qu'il a déjà compris la carte. Un quartier peut devenir un réseau de distribution lorsque la pauvreté, l'emplacement, la peur et l'opportunité entrent en collision. Et une personne dotée de suffisamment de patience peut transformer cet angle mort en territoire. À la fin des années 1990, Pettis n'était plus seulement un jeune homme de Riverside essayant de survivre dans la rue. Il commençait à voir Memphis de la même manière qu'un stratège voit un échiquier, non pas comme un foyer, non pas comme une communauté, mais comme une position. Et une fois qu'il a compris la valeur de cette position, une décision allait lui donner l'argent nécessaire pour transformer cette vision en réalité. Chaque empire a une histoire d'origine. Certains commencent par un héritage. Certains commencent par la politique. Certains commencent par un plan d'affaires rédigé dans un bureau propre sous des lumières fluorescentes. L'empire de Craig Pettis, selon les rapports, a commencé avec une voiture garée dans une fourrière. En 1995, Pettis était encore jeune, encore affamé et encore loin du fugitif international qu'il allait devenir plus tard. Il avait 18 ans, assez vieux pour penser qu'il comprenait le risque, mais assez jeune pour croire que le risque pouvait encore être contrôlé. Puis une opportunité s'est présentée de la manière dont les opportunités se présentent souvent dans le monde criminel, enveloppé dans le désastre de quelqu'un d'autre. Un dealer avait été arrêté. Sa Chevrolet Lumina avait été mise en fourrière. Caché à l'intérieur de cette voiture, selon l'histoire répétée dans les récits de l'affaire, se trouvait environ un demi-million de dollars en espèces. L'argent était inaccessible à l'homme qui le possédait. La voiture était enfermée. L'horloge tournait. Et soudain, le problème est devenu un test pour savoir qui pourrait s'introduire à l'intérieur, récupérer l'argent et garder le silence. Antonio Allen, le cousin de Pettis, a été impliqué dans la situation. Mais il y avait un problème pratique. Allen était trop imposant pour escalader la clôture de la fourrière et atteindre le véhicule sans être remarqué. Petty, plus petit et plus agile, pouvait faire ce qu'Allen ne pouvait pas. Le jeune cousin est donc devenu la solution. Imaginez le moment sans la mythologie. Pas comme un braquage glamour, pas comme une scène de film. Juste un jeune de 18 ans grimpant vers un choix dont il ne pourrait jamais redescendre complètement. De l'autre côté de cette clôture, il n'y avait pas seulement de l'argent. C'était la preuve que les règles pouvaient être enfreintes, que le système pouvait être trompé et que la trahison pouvait être récompensée si elle était faite avec suffisamment de précaution. La plupart des gens dans cette situation auraient peut-être pris une part et livré le reste. Pettis ne l'a pas fait. Selon les récits, lui et Allen ont gardé l'argent du propriétaire d'origine. Pettis est reparti avec environ 50 000 dollars. Dans les affaires légales, ce montant pourrait lancer une petite entreprise, payer une formation, ouvrir la porte à quelque chose de stable. Entre les mains de Petty, c'est devenu le capital d'amorçage d'une infrastructure criminelle. C'est ce qui rend ce moment si important. L'argent n'a pas créé son ambition. Il l'a financée. Il n'a pas inventé sa discipline. Il a donné à cette discipline l'espace pour se développer dans la mauvaise direction. À partir de ce moment-là, Pettis n'essayait plus simplement de survivre une transaction à la fois. Il avait maintenant du capital, il avait de la confiance, et il avait appris une leçon brutale. La personne qui contrôle l'opportunité n'est pas toujours obligée d'être la personne qui la possède. Mais l'argent volé a un coût bien avant l'arrivée de la police.
Il enseigne aux voleurs que la trahison peut être une stratégie. Il enseigne à tous ceux qui l'entourent que la loyauté est négociable. Et des années plus tard, cette même logique reviendrait détruire presque tous ceux qui lui étaient déliés. À la fin des années 1990, Craig Pettis n'agissait plus comme un homme à la recherche d'argent facile. C'était l'une des choses qui le rendait différent. Dans le monde de la drogue, l'attention peut ressembler au succès. Les voitures, les bijoux, les réputations tapageuses, les étalages publics d'argent liquide, tout cela peut donner à un jeune dealer un sentiment de puissance. Mais ces mêmes symboles créent aussi une piste. Ils attirent la police, les rivaux, les informateurs et la jalousie. Pettis semblait comprendre quelque chose de plus froid. Le pouvoir le plus dangereux est souvent celui qui ne s'annonce pas. En 1999, selon les récits de l'affaire, il avait acheté une maison à Hickory Hill, une zone de banlieue de Memphis bien loin de l'image des cités où il avait grandi. La maison n'était pas seulement un achat, c'était un camouflage. De l'extérieur, cela pouvait ressembler à un progrès, à un homme s'installant dans une vie meilleure, à un autre propriétaire tranquille, essayant de laisser le passé derrière lui. Mais sous cette surface ordinaire, une machine prenait forme. Petty a commencé à bâtir une organisation qui fonctionnait moins comme un gang de rue et plus comme une entreprise cachée. Il y avait des personnes responsables de la distribution, des personnes responsables de l'exécution, des personnes responsables de l'argent, des personnes responsables du transport. Les planques étaient réparties dans différentes zones afin qu'une seule arrestation n'expose pas tout. La communication était surveillée, l'information était cloisonnée. Tout le monde ne connaissait pas chaque partie de l'opération, et c'était bien là le but. Un gang désorganisé dépend de la personnalité. Une véritable organisation dépend de la structure. Cette structure a permis à Pettis de s'étendre bien au-delà des coins de rue où il avait commencé. L'opération a traversé les frontières de l'État, touchant le Tennessee, le Mississippi, la Géorgie, le Texas, la Caroline du Nord, l'Arkansas, le Missouri et l'Alabama. Ces endroits n'étaient pas seulement des noms sur une carte. Chacun représentait des chauffeurs, des clients, des risques, de l'argent liquide et une autre couche de personnes dont la vie pouvait être détruite par le produit circulant dans le réseau. C'est ici que l'histoire doit être racontée avec prudence, car il est facile de regarder l'ampleur et de la confondre avec du simple génie. Il est facile de décrire l'organisation comme impressionnante sans se demander ce qu'elle produisait réellement. Chaque cargaison signifiait plus d'addiction dans une autre ville. Chaque paiement signifiait plus de peur au sein de l'organisation. Chaque maison cachée signifiait un autre quartier entraîné à son insu dans l'orbite d'un réseau criminel. Pettis ne construisait pas une entreprise. Il construisait un système qui convertissait la faiblesse humaine en argent. Et plus ce système devenait efficace, plus il devenait dangereux pour tous ceux qui l'entouraient. Ce qui le rendait particulièrement difficile à arrêter, c'était le contraste entre l'apparence et la réalité. Il n'avait pas besoin de ressembler au centre d'un empire criminel. Il pouvait vivre derrière une porte normale, dans un quartier normal, tandis que des décisions prises en privé déplacèrent de la drogue, de l'argent et de la peur à travers de multiples États. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? L'homme que tout le monde sait dangereux ou l'homme assez dangereux pour paraître ordinaire? Au début des années 2000, Pettis avait construit quelque chose que Memphis n'avait jamais vu à une telle échelle. Mais la domination locale ne suffisait pas. Sa machine avait besoin d'approvisionnement, et l'approvisionnement à ce niveau nécessitait une porte que la plupart des dealers américains n'ouvraient jamais. Cette porte menait vers le sud, au Mexique. Au moment où Craig Pettis a établi des liens avec le Mexique, l'histoire a pris une autre tournure. Avant cela, il était dangereux en raison de ce qu'il contrôlait à Memphis et dans tout le sud américain. Après cela, il est devenu dangereux parce que son opération n'était plus seulement locale, ni même régionale, et ne dépendait plus des petites chaînes d'approvisionnement qui limitaient la plupart des organisations de rue. Il avait construit le côté américain d'une machine. Maintenant, il avait besoin de quelqu'un d'assez puissant pour l'alimenter. Selon les rapports fédéraux, cette connexion s'est faite par l'intermédiaire d'Edgar Valdez Villarreal, mieux connu sous le nom de La Barbie, une figure née aux États-Unis qui s'est hissée dans les hautes sphères de l'organisation Beltran Leiva. Pour le cartel, Pettis représentait quelque chose de précieux. Il n'était pas un simple acheteur de plus. Il avait de la discipline, de l'envergure et un réseau de distribution qui fonctionnait déjà dans plusieurs États.
Il possédait ce que de nombreux fournisseurs voulaient, mais ne pouvaient pas facilement construire à l'intérieur des États-Unis. Un accès fiable au marché, des chauffeurs, des flux de trésorerie et des personnes qui comprenaient comment déplacer le produit sans attirer une attention inutile. Pour Petties, le cartel offrait une autre échelle. C'est à ce moment-là que l'ambition est devenue internationale. Un homme du sud de Memphis traitait désormais avec des personnes qui opéraient à un tout autre niveau de danger. Les règles étaient plus froides. Les enjeux étaient plus importants. Les conséquences ne se mesuraient plus aux querelles de quartier, mais aux itinéraires frontaliers, aux enquêtes fédérales et au genre d'alliances qui pouvaient protéger un fugitif ou l'effacer lorsqu'il devenait gênant. Ce qui rendait cette relation inhabituelle n'était pas simplement le fait que Petties achetait à des fournisseurs liés au cartel. Beaucoup de trafiquants américains le faisaient. Ce qui le distinguait, c'était le niveau de confiance et d'accès dont il semblait bénéficier. Après avoir fui au Mexique, il aurait été protégé, logé et entouré du genre de soutien qui montrait qu'il n'était pas traité comme un simple dealer de rue ordinaire. Mais cette protection n'était pas de l'amitié, c'était de l'utilité. Dans ce monde, le respect ne dure qu'aussi longtemps que le profit. La loyauté ne dure qu'aussi longtemps que le risque reste acceptable. Petties avait peut-être gagné une place à la table, mais chaque siège à cette table s'accompagne d'un coup caché. Le cartel ne le protégeait pas parce qu'il était intouchable. Il le protégeait parce que, à ce moment-là, il servait encore à quelque chose. De retour à Memphis, la machine continuait de tourner. Les lieutenants géraient les opérations quotidiennes. L'argent continuait d'affluer. Les cargaisons continuaient d'arriver. Les ordres voyageaient de loin et atterrissaient toujours avec force dans des quartiers où les gens pouvaient sentir sa présence même quand il n'était pas là. C'était l'étrange pouvoir de Craig Petty à son apogée. Il pouvait être à des milliers de kilomètres et semblait encore assez proche pour effrayer les gens. Il était passé de criminel local à fugitif international, d'opérateur de Memphis à partenaire de cartel, d'homme visible à une ombre. Mais plus il grimpait, plus la structure devenait fragile. Parce qu'un système fondé sur la peur peut s'étendre rapidement. Il peut forcer les gens à obéir. Il peut faire hésiter les ennemis. Mais il ne peut jamais rendre les gens fidèles pour toujours. Et une fois que la pression a commencé à monter, les mêmes hommes qui l'avaient aidé à construire la machine allaient commencer à chercher des moyens d'y survivre. Plus l'organisation de Craig Petties s'agrandissait, plus elle dépendait d'une force invisible. La peur. La peur faisait taire les gens. La peur faisait circuler l'argent. La peur faisait hésiter les rivaux avant de s'aventurer sur son territoire. La peur poussait les témoins à reconsidérer ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils étaient prêts à dire à voix haute. Pendant un temps, cette peur a agi comme de la colle. Elle maintenait la machine en un seul morceau. Mais la peur est instable. Elle peut forcer les gens à obéir lorsqu'ils croient que le patron est intouchable. Mais une fois que les arrestations commencent, une fois que la perspective de la prison devient réelle, une fois que les agents fédéraux commencent à offrir une porte de sortie, la peur change de direction. Les mêmes personnes qui craignaient autrefois l'organisation commencent à craindre davantage le gouvernement. Et quand cela se produit, un empire ne s'effondre pas d'abord de l'extérieur. Il commence à se fissurer de l'intérieur. Selon les procureurs fédéraux, l'opération de Petties était liée à de multiples meurtres, y compris l'assassinat de personnes soupçonnées de coopérer avec les forces de l'ordre ou de menacer l'organisation. Ces actes n'étaient pas des explosions de colère aléatoires. C'étaient des messages, des avertissements. Une façon de dire à tous ceux qui étaient liés à l'organisation que la trahison, le vol ou le manque de respect pouvaient entraîner la conséquence ultime. C'est ce qui rendait l'atmosphère autour de Petties si étouffante. Les gens n'avaient pas seulement peur de la police. Ils avaient peur de dire la mauvaise chose à la mauvaise personne, peur d'être soupçonnés, peur de devenir utile au procureur et donc dangereux pour l'organisation. Dans un tel monde, même la loyauté devient suspecte. Le silence ne suffit jamais, car le silence peut être interprété. Un appel manqué peut ressembler à de la coopération. Un retard de paiement peut ressembler à une trahison. Une conversation privée peut ressembler à une preuve. Le meurtre d'Antonio Allen portait un poids symbolique plus profond. Allen n'était pas juste un autre nom dans l'orbite de l'affaire. Il était le cousin de Petties, une personne liée à la décision initiale qui avait aidé à financer son ascension. Mais lorsqu'Allen est devenu un témoin coopérant,
Selon les rapports, les liens familiaux ne l'ont plus protégé. Ce moment a révélé la véritable logique de l'organisation. Le sang comptait jusqu'à ce qu'il interfère avec la survie. Une fois que c'était le cas, le sang devenait un autre fardeau. Et c'est là que toute illusion de pouvoir commence à pourrir. Un homme peut contrôler un territoire. Il peut contrôler l'argent. Il peut contrôler les cargaisons, les téléphones, les maisons et les lieutenants. Mais il ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur d'une autre personne une fois que celle-ci fait face à des décennies de prison. Chaque arrestation créait de la pression. Chaque inculpation créait un moyen de pression. Chaque associé effrayé devenait un témoin potentiel. La même hiérarchie qui rendait autrefois l'organisation efficace donnait maintenant une carte aux enquêteurs. Les chauffeurs pouvaient expliquer les itinéraires. Les manipulateurs d'argent pouvaient expliquer les flux de trésorerie. Les lieutenants pouvaient expliquer la structure. D'anciens initiés pouvaient transformer la machine cachée en une histoire de tribunal. C'est le paradoxe d'un empire criminel. Plus la structure est forte, plus il y a de personnes qui comprennent comment elle fonctionne. Et une fois qu'ils commencent à parler, la structure devient une preuve. Pour Memphis, les dégâts allaient bien au-delà des hommes, à l'intérieur de l'organisation. Les familles des victimes se sont retrouvées avec un chagrin qu'aucune peine ne pourrait jamais réparer. Les quartiers ont appris à baisser la voix. Les commerces ont changé. Les rues portaient des souvenirs qui n'apparaissaient pas dans les rapports officiels. La peur que Petty utilisait comme outil de gestion n'a pas disparu quand quelqu'un est mort ou est allé en prison. Elle est restée chez les gens qui devaient continuer à vivre là où la violence s'était produite. C'est pourquoi cette partie de l'histoire ne peut pas être racontée comme une légende. Il n'y a rien de légendaire dans le fait qu'une mère enterre son fils. Rien d'impressionnant dans le fait que des enfants grandissent autour de noms qu'ils ont peur de répéter. Rien de brillant dans un système qui transforme la loyauté en paranoïa et la paranoïa en mort. Craig Pettis a construit une organisation qui s'étendait à travers les États et les frontières. Mais à l'intérieur de cette organisation, les fondations s'affaiblissèrent déjà. Chaque acte de violence créait un autre témoin. Chaque témoin créait une autre affaire. Chaque affaire rapprochait le gouvernement de l'homme qui croyait que la distance pouvait le protéger. Et au moment où Pettis vivait sous protection au Mexique, l'empire qu'il pensait encore contrôler commençait déjà à témoigner contre lui. Lorsque Craig Pettis a fui au Mexique, cela a pu ressembler à une évasion. Mais évasion et sécurité ne sont pas la même chose. Au moment où il a quitté les États-Unis, les enquêteurs fédéraux se rapprochèrent déjà. L'inculpation avait tout changé. Petty n'était plus seulement une figure puissante à Memphis. Il était un fugitif recherché, lié, selon les procureurs, à un vaste réseau de trafic, à du blanchiment d'argent et à de multiples actes de violence. Rester en Amérique signifiait que son arrestation n'était qu'une question de temps. Alors il est parti vers le sud, pas pour disparaître dans la pauvreté, pas pour se cacher dans une ville oubliée sous un faux nom. Petty est allé dans le monde qui avait aidé à approvisionner son organisation. Il est allé au Mexique, où la protection des cartels pouvait transformer un fugitif en un invité sous bonne garde. À Querétaro, selon les récits de l'affaire, il vivait dans un lotissement confortable, loin des rues qui avaient fait sa renommée. Il y avait des routes propres, des maisons privées, de la sécurité et de la distance. Pour ses voisins, il pouvait passer pour un autre Américain riche vivant tranquillement. Pour les enquêteurs, il était un fantôme. Pour Memphis, il était toujours présent. C'était l'étrange contradiction. Il était parti, mais pas disparu. Les ordres pouvaient toujours voyager. L'argent pouvait toujours circuler. Les gens restés au pays pouvaient toujours sentir le poids de son nom. L'homme lui-même était à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Mais la peur qui lui était attachée restait proche. Autrefois, un patron devait être vu pour être obéi. Petty a prouvé quelque chose de plus moderne et de plus troublant. Si la structure est assez forte, la peur peut voyager sans corps. Mais la distance crée aussi l'aveuglement. Depuis le Mexique, Pettis pouvait envoyer des instructions, recevoir des mises à jour et s'appuyer sur des personnes de confiance pour gérer les opérations quotidiennes. Ce qu'il ne pouvait pas contrôler pleinement, c'était la pression. Il ne pouvait pas s'asseoir dans les salles d'interrogatoire où l'on proposait des accords à ses associés. Il ne pouvait pas arrêter chaque mise sur écoute. Il ne pouvait pas savoir quelle voix fidèle au téléphone travaillait peut-être déjà avec des agents fédéraux. Il ne pouvait pas voir combien de personnes avaient
commençaient à mesurer leur loyauté face à la possibilité de passer le reste de leur vie en prison. C'est là que l'Empire a commencé à s'effondrer. Les agences fédérales ne traquaient pas seulement Petty, elles démantelaient le monde autour de lui. Arrestation après arrestation, témoin après témoin, document après document, la structure cachée est devenue visible. L'organisation qui dépendait autrefois de la séparation et du secret était traduite en preuves. Les personnes qui déplaçaient le produit pouvaient décrire les itinéraires. Les personnes qui comptaient de l'argent pouvaient décrire les paiements. Les personnes qui le craignaient pouvaient expliquer pourquoi elles le craignaient. Et tandis que l'affaire prenait de l'ampleur en Amérique, la protection au Mexique devenait moins certaine. Dans ce monde, aucun abri n'est permanent. La protection n'est jamais sentimentale. C'est un calcul. Tant que protéger Petty était utile, il pouvait rester derrière des murs gardés. Mais une fois que le coût est devenu trop élevé, une fois que la pression américaine a augmenté, une fois que les autorités mexicaines ont eu des raisons d'agir, les murs autour de lui ont cessé de signifier ce qu'ils pensaient qu'ils signifiaient. Le 10 janvier 2008, l'illusion a pris fin. C'était tôt le matin lorsque les forces militaires mexicaines ont encerclé la maison. Pas le genre d'autorité locale qui pouvait être retardée, soudoyée ou dissuadée. C'était une opération propre, rapide et directe. L'homme qui avait passé des années à être une voie de commandement lointaine se tenait soudainement à l'intérieur du seul endroit qu'il croyait sûr, confronté à la réalité que la protection avait des limites. Il n'y a pas eu de fusillade dramatique, pas de baroud d'honneur, pas de dernier acte mythique, juste un fugitif placé en garde à vue pendant que la vie qu'il avait construite commençait à s'effondrer en temps réel. Ce calme a son importance. Parce que des hommes comme Craig Petty construisent souvent leur réputation sur la peur, le contrôle et l'inévitabilité. Ils font croire aux autres qu'ils sont hors d'atteinte. Ils font passer la distance pour du pouvoir. Ils font passer la protection pour de la loyauté. Mais à la fin, l'arrestation a dissipé l'illusion. Il n'était pas un fantôme. Il n'était pas intouchable. Il était un homme dans une maison, entouré de soldats, sans nulle part où aller. Peu de temps après, il a été renvoyé aux États-Unis. Et ce qui l'attendait là-bas n'était pas l'Empire qu'il avait laissé derrière lui. C'était un tribunal. C'était des témoins. C'était des preuves fédérales. C'était la longue et froide machinerie d'un système judiciaire qui avait préparé sa fin pendant qu'il croyait encore diriger l'histoire. Lorsque Craig Petty a été ramené aux États-Unis, l'histoire n'appartenait plus à la rue. Elle appartenait au système judiciaire fédéral. Pendant des années, son nom avait circulé dans Memphis comme un avertissement. Au Mexique, il avait été protégé par la distance, l'argent et son utilité. Mais à l'intérieur d'un tribunal, les choses qu'il avait autrefois rendu puissant ont commencé à se retourner contre lui. L'organisation avait une structure. La structure a créé des témoins. Les témoins ont créé des témoignages. Les témoignages ont donné au procureur la forme de l'empire qu'il avait essayé de garder caché. À ce moment-là, le gouvernement ne voulait pas seulement prouver que Petty avait fait circuler de la drogue. Il voulait prouver qu'il avait construit une organisation criminelle responsable de destruction à travers les frontières des États, à travers les familles et à travers les années. L'acte d'accusation était massif. Trafic de drogue, blanchiment d'argent, violence, allégations liées à des meurtres. Le genre d'affaire qui ne suit pas simplement une transaction ou une arrestation, mais un système entier. Les enquêteurs avaient passé des années à transformer les murmures de la rue en preuves, les arrestations en moyens de pression et les anciens initiés en témoins. Au moment où Petty a fait face au tribunal, l'empire qu'il contrôlait autrefois était devenu la carte que les procureurs utilisaient pour l'enterrer. En 2009, Petty appelait des coupables de multiples chefs d'accusation fédéraux. Il n'y aurait pas de long procès public où chaque détail se dévoilerait jour après jour devant les caméras. Pas de représentation finale. Aucune chance de reprendre le récit au gouvernement. Le plaidoyer reconnaissait ce que l'enquête avait construit, que l'homme autrefois considéré comme inatteignable était maintenant pris dans un processus judiciaire sans presque aucune issue. Mais même alors, les conséquences allaient au-delà de lui. L'affaire a entraîné des lieutenants, des associés, des chauffeurs, des manipulateurs d'argent et des hommes de main. Plus de 40 personnes liées à l'organisation ont été condamnées. Certains ont écopé de plusieurs décennies, d'autres de la prison à vie. Le réseau qui s'étendait autrefois sur 8 États a été brisé en noms,
en numéro de dossier et en peine de prison. C'est la forme finale de tout empire criminel. Pas le pouvoir, la paperasse, pas la loyauté, les témoignages, pas le respect, les condamnations. Le 22 août 2013, Craig Patties a été condamné à 9 peines de prison à vie dans une prison fédérale. 9. Le chiffre semble presque irréel jusqu'à ce que l'on comprenne ce qu'il signifie. Il signifie que le tribunal ne laissait aucune place à un second acte. Il signifie aucun arc de rédemption en dehors des murs. Pas de retraite. Pas de vie tranquille achetée avec de l'argent caché. Pas de retour final à Memphis en tant que vieil homme portant des histoires d'une autre époque. La prison à vie n'est pas seulement une peine. C'est le temps transformé en punition. Jour après jour, année après année, l'Empire rétrécit jusqu'à devenir une cellule. Un emploi du temps, une porte verrouillée et la certitude que le monde extérieur a continué sans vous. Et pour les familles des victimes, même cela ne pourrait jamais rééquilibrer complètement la balance. Une peine peut retirer un homme de la société. Elle peut reconnaître le préjudice. Elle peut donner une fin à un tribunal. Mais elle ne peut pas ramener les morts. Elle ne peut pas effacer la peur d'un quartier. Elle ne peut pas rendre aux enfants les années qu'ils ont perdues à cause du nom d'un père, du silence d'une communauté ou de l'absence d'un être cher. C'est pourquoi la fin ne devrait pas sembler triomphante. Elle devrait sembler lourde. Parce que lorsqu'un empire se termine avec des cadavres, des peines de prison, des familles à briser et une ville qui en porte encore le souvenir, la question n'est pas de savoir à quel point il était puissant autrefois. La question est de savoir combien de vies ont dû être détruites, avant que tout le monde ne comprenne enfin qu'il ne valait pas la peine d'être construit du tout. Craig Pettis n'a pas disparu parce que les gens ont oublié son nom. Il a disparu dans le genre de mémoire dont personne ne devrait vouloir. À Memphis, son histoire vit encore dans les archives judiciaires, les enquêtes fédérales, les vieilles conversations de rue et le silence des gens qui se souviennent de ce que l'on ressentait pendant ces années-là. Certains peuvent regarder l'ampleur de ce qu'il a construit et la confondre avec de la grandeur. Mais l'ampleur seule n'est pas la grandeur. Une structure peut être vaste et rester pourrie en son centre. Pettis avait de la discipline. Il avait de la patience. Il avait de la stratégie. Il comprenait l'organisation, la pression et le mouvement. Dans une autre vie, ses traits auraient pu construire quelque chose de légal, quelque chose de durable, quelque chose qui donnait du travail aux gens au lieu de la peur. Mais l'empire qu'il a construit n'a pas créé de liberté. Il a créé de la dépendance. Il a créé du chagrin. Il a créé des informateurs, des funérailles, des peines de prison et des enfants forcés de porter un nom qu'ils n'avaient pas choisi. C'est la vérité finale de l'histoire. Le jeu ne l'a pas rendu intouchable. Il a seulement retardé le moment où la porte s'est ouverte. Il ne l'a pas rendu immortel. Il s'est seulement assuré que son nom serait rappelé pour tout ce qu'il a détruit. Craig Pettis est passé de Riverside au Mexique, puis à la prison fédérale. D'un garçon observant les rues à un homme condamné à 9 vies derrière les barreaux. Et à la fin, l'Empire n'était pas la preuve qu'il avait gagné. C'était la preuve de tout ce qui avait été perdu avant qu'il ne tombe enfin.